Salut tout le monde, alors aujourd'hui équipé de mon super micro, après tous les charmants commentaires que j'ai eu sur le sampling son de mes vidéos, je vous avais vu, je les ai pris en compte. Et bien malheureusement, même si je commence là sur un ton enjoué, on va parler de la situation à Washington DC et des émeutes aux États-Unis. C'est un sujet à aborder avec une vraie profondeur historique, parce qu'autrement, ce genre de mouvement, on ne comprend pas exactement comment il évolue, qu'est-ce qu'il essaie d'obtenir, et d'une façon générale, quelle est sa dynamique fondamentale. Aujourd'hui, on a donc des émeutes qui sont justifiées aux États-Unis, dont la casse bien sûr n'est pas justifiée, mais dont le motif est profondément justifié, puisqu'elles font réponse aux violences policières américaines. On a donc George Floyd, qui est une victime qui s'est faite exécuter comme ça, à la calme, par des policiers américains. Alors certes, l'autopsie a révélé qu'il avait pris du fentanyl. Enfin, je veux dire, j'ai vu des gens sur certaines vidéos décrire que ça, en soi, ça justifiait la réaction des policiers. Il faut être complètement jeté pour laisser empiéter une telle violence policière sur nos libertés individuelles. On a aux États-Unis une personne qui a été exécutée de sang-froid, de façon préméditée. On le voit à la façon dont l'arrestation est menée. On le voit qu'à plusieurs reprises, George Floyd, bien entendu, explique aux policiers qui l'ont interpellé qu'il est en train de mourir. Ces deux-là, dont en l'occurrence l'auteur du meurtre a été plusieurs fois épinglé pour violence policière, ce qu'on appelle assez généreusement bavure, alors qu'en l'occurrence on a vraiment affaire à un timbré, qui d'ailleurs déshonore le métier de policier par ailleurs. C'est très très grave pour le corps des gardiens de la paix d'avoir des timbrés comme ça qui se baladent dans la nature. Et donc, face à toutes les frustrations qu'il y a eu, les limitations de liberté civile, le caractère anxiogène, bien entendu, de cette crise, d'abord pour la crise sanitaire, mais ensuite pour la crise financière qui s'annonce, les annonces du taux de chômage aux États-Unis, on avait une marmite prête à exploser, et elle est en cours d'explosion aux États-Unis. Alors évidemment, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, rien ne permet de dire qu'on va partir vers quelque chose de très sérieux. Cependant, ça a été confirmé par plusieurs sources. Pendant une certaine durée, Donald Trump a bien été évacué vers le bunker présidentiel, qui présente d'ailleurs plusieurs voies de sortie. Hein. C'est pas un cul-de-sac, le bunker présidentiel à Washington. Il y a même en fait tout un réseau de métro qui est utilisé par certains parlementaires quand ils sont détachés à la Maison-Blanche notamment. Et donc il y a tout un réseau de métro qui court entre la Maison-Blanche et le Capitole, entre autres. Mais quand on en est là, tout de même, c'est que la situation n'est pas particulièrement sous contrôle. Alors, c'est l'occasion de revenir sur ce que c'est qu'une révolte populaire, qui peut être canalisée ou non. D'une façon générale, les révoltes viennent de sentiments de frustration dans l'histoire, mais elles sont très souvent, si ce n'est toujours, si on veut être un peu pessimiste et cynique, récupérées ou canalisées vers des intérêts politiques particuliers. Alors ça, je l'ai vécu personnellement, puisque j'ai un ami qui a atteint un poste très élevé dans le gouvernement bulgare, dans plusieurs gouvernements bulgares même précisément. Et la Bulgarie est un pays très particulier, puisque c'est évidemment un ex-État satellite du pacte de Varsovie, de l'URSS, mais également parmi les États satellites de l'URSS, c'était un pays qui était chargé de recherche et développement en matière logicielle dans les années 80, en matière électronique et en matière aérospatiale, au même titre d'ailleurs que l'Ukraine, avec notamment donc Antonov. Et la Bulgarie a orbité donc sous l'influence de l'OTAN et l'influence de l'ex-URSS pendant toutes les années 90 et jusqu'à travers les années 2000, où elle s'est rapprochée des États-Unis de façon assez décisive.
En 2013 a eu lieu en Bulgarie, alors j'y étais tout à fait par hasard, j'étais en vacances en train de visiter des villes comme Plovdiv, que je vous recommande très vivement, mais la Bulgarie à l'époque était un vrai nid d'espions. Il y avait eu des attentats contre des ressortissants israéliens par des ressortissants iraniens, et c'était une zone très surveillée. Et donc en 2013, le gouvernement bulgare, donc ça devait être Orecharski à l'époque, décide de nommer comme chef de la police secrète un mafieux. Il faut être assez clair là-dessus, c'était un mafieux le mec. Alors, on peut discuter des heures de ça, hein. Le fondateur de la police judiciaire en France, c'est rien de moins que Louis-Eugène Vidocq, qui est un ancien bagnard et qui connaissait tous les trucs. Donc on peut dire qu'effectivement, comme le dira Roosevelt quand il nommera le père Kennedy patron de la SEC, l'autorité des marchés financiers, rien que ça, le père Kennedy, juste c'était un bootlegger et un fraudeur financier multirécidiviste. Et ben, on peut dire donc comme Roosevelt, il faut un voleur pour attraper un autre voleur. Peut-être que c'est pour ça que la Bulgarie avait nommé tranquillement un mafieux patron de la police secrète qui s'appelait le DANS. Le nom est important, on va y revenir. Mais en réalité, la totalité de la Bulgarie avait un caractère un petit peu mafieux. Je veux dire, il y a une compagnie d'assurance en Bulgarie dont sont issus beaucoup des élites politiques du pays. Et cette compagnie d'assurance, c'est assez magique. C'est en réalité une organisation au départ paracriminelle ou criminelle, hein, une organisation de racket qui s'est organisée en compagnie d'assurance. Vous savez, c'est dans toute opération de racket, vous êtes là, vous avez votre restaurant, quelqu'un vient vous voir, dit bon, vous avez quoi comme assurance? AXA, non, AXA c'est pas bien, faut que tu prennes mon assurance. Si tu prends mon assurance, il va rien t'arriver. Bon, mais le type a pas pignon sur rue, il a pas créé une société qui va carrément avoir des actionnaires, qui va peut-être entrer en bourse, et je crois que en l'occurrence cette société d'assurance bulgare est carrément entrée en bourse. Bon, c'est un autre niveau. Mais toujours est-il donc qu'on a le gouvernement qui nomme ce patron de la police secrète, et il y a une page Facebook qui se crée et qui s'appelle, ça c'est le point important, Dance With Me. Dance With Me. Alors là, on voit déjà qu'il faut que ce soit des gens qui parlent anglais qui aient créé cette page, donc soit des jeunes générations bulgares, soit carrément quelque chose qui aurait pu être fait à l'extérieur. Pourquoi pas à Madison Avenue, ce genre d'opération a déjà eu lieu. Alors, cette page Facebook est rapidement créditée de tout un tas de followers, et une manifestation a lieu. Alors, j'y ai été à cette manifestation, ils doivent exister encore sur YouTube des petites vidéos où vous me voyez crier des slogans du genre « démission », ça se dit donc, si ma mémoire est bonne, « Ostavka » en bulgare. Et donc mon ami camarade à l'époque, dont je ne vous donnerai pas évidemment ni le nom ni le statut dans ce gouvernement, m'appelle en me disant « écoute, viens, on va manifester ». Alors je lui dis « écoute, bonhomme, moi je suis en vacances, t'es bien mignon, mais si les manifs servaient à quoi que ce soit, je serais le premier au courant, je suis français. » Il me dit « oui, moi aussi, je connais bien votre système, j'ai été formé en France, j'ai fait quelques séminaires chez vous avec vos forces de maintien de l'ordre, dont Michel Alliot-Marie avait bien sûr dit que le monde nous les enviait, et je peux te dire qu'il y a une certaine différence entre la France et la Bulgarie en matière de manifs. » Ça c'est le point important, et c'est le point qui peut nous permettre d'éclairer la situation aux États-Unis. Alors, mon ami me dit, voilà, la différence, c'est que vous, les Français, vous avez eu tout un tas de révolutions, vous avez eu Haussmann, qui était un préfet, baron, et qui a remanié Paris, pas seulement pour que ce soit une ville intéressante et bien architecturée, ce qui reste un vrai succès, mais aussi pour que les barricades ne puissent pas avoir la moindre chance d'inquiéter les pouvoirs publics. Avant, Paris était une sorte de ville labyrinthe, un peu comme les villes romaines, enfin les villes italiennes, pardon, quand je dis romaine, c'est le sens même de l'Empire romain, mais les villes italiennes, vous avez peut-être remarqué, les triporteurs sont très populaires là-bas. Il y a une raison à ça, c'est que quand vous voulez faire des livraisons dans un restaurant, des livraisons fraîches tous les jours, de bon matin, dans un restaurant qui sera dans une de ces petites rues alambiquées des villes italiennes, le triporteur c'est parfait, et c'est la raison pour laquelle ça a eu un tel succès. Donc des petites ruelles alambiquées, des vieilles villes, pourquoi pas même des casbahs comme on le retrouve un peu partout en Méditerranée, et vous allez dans les vieilles villes du sud de l'Italie, c'est exactement ça, c'était des structures défensives au départ, avec des petites rues très étroites, qui vous permettaient en réalité de ralentir une invasion ou des razzias des pirates. Eh bien, si vous avez ça, bien sûr, bloquer la ville est facile. Si en particulier vous avez une grève des éboueurs, comme il y en a souvent eu, aussi bien à Marseille d'ailleurs, mais à Naples, eh bien vous pouvez avoir une pression politique majeure.
À Paris, non. Vous avez donc des grands axes, d'une part, et d'autre part, ce que m'explique donc très bien ce camarade politicien bulgare, vous êtes obligé de déposer votre itinéraire. Et c'est le petit détail dans les manifestations françaises, vous devez déposer votre itinéraire. Donc vous êtes libre d'aller griller des merguez entre Bastille et République tant que vous voulez, mais si jamais vous faites mine d'avoir l'intention de la velléité, de l'ombre, de la possibilité ne serait-ce que de vous approcher de la place Beauvau et de l'Élysée, là ça va tirer à balles réelles. Sauf qu'en Bulgarie, ils ont été dans le congélateur soviétique tout le temps. Donc ils n'ont pas eu le temps de s'adapter à toutes ces finesses de d'abord on fait des axes plus larges, ensuite on a tel ou tel fichage, ensuite on fait ci, ensuite on fait mi, et puis finalement on doit déposer son itinéraire tant de jours à l'avance à la préfecture. Donc quand les gens manifestent en Bulgarie, ça passe cache sous les fenêtres du Premier ministre. Et là, qui est le chef de l'État, bien entendu, en Bulgarie, république parlementaire. Oui, rapidement, le gouvernement saute, des élections anticipées sont convoquées, et on se retrouve avec quelque chose de différent. Alors, j'ai assisté donc à ces manifestations, j'y ai été, et j'ai vu le gouvernement sauter, et j'ai vu mon camarade avoir différents rendez-vous, différentes réunions, avec différentes ambassades. Bon. Vous comprenez un petit peu la logique de tout cela. Et effectivement, la Bulgarie, rapidement, en 2013, non seulement a changé de sensibilité diplomatique, disons qu'elle était encore sous influence russe avant cette révolution, et ensuite elle est passée sous influence américaine très nette, avec notamment une interruption du projet de gazoduc russe, South Stream en l'occurrence, qui devait donc passer par la Bulgarie, qui était bien entendu un verrou gazier majeur pour approvisionner l'Europe avec les gaz. Alors en l'occurrence, ce qui intéresse les Américains, c'est plutôt les débouchés gaziers vers le Qatar, qui est un de leurs alliés. Et les Russes, bien entendu, s'intéressent à détruire toute compétition de ces pays-là. Et la guerre en Syrie a été d'ailleurs un des enjeux majeurs, a été une des conséquences majeures de ce verrou gazier dans la région et de ces routes énergétiques. De la même façon que les croisades avaient énormément trait à la route des épices notamment, qui était profondément rentable, la route du gaz, la route des hydrocarbures aujourd'hui est l'enjeu le plus fondamental au Moyen-Orient. Alors, pourquoi je vous parle de ça donc ? Ayant trait aux dernières manifestations et aux dernières émeutes avec violence aux États-Unis. Ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, et ça allait se revoir dans plusieurs pays, on parle d'ailleurs aujourd'hui même de révolution colorée, on a eu la révolution du jasmin, on a eu la révolution des roses, on a eu la révolution, alors bien avant, la révolution des œillets, qui a donné tout de même sa liberté au Portugal, c'était une révolution, on pourrait dire, sérieuse, mais il y a eu des révolutions dont les marrons du feu ont été tirés par d'autres puissances que le peuple. Et en réalité, pour qu'une révolution ou qu'un mouvement social dans la rue qui fasse pression vis-à-vis du gouvernement, mais pour obtenir un changement sans forcément modifier totalement la structure du pouvoir, eh bien, pour qu'elle soit sérieuse, c'est le terme qu'on pourrait utiliser, il faut qu'elle soit lincolnienne. Ça, c'est mon critère le plus important. Lincoln, dans le discours de Gettysburg, fait cette fameuse déclaration. C'est un des plus beaux discours politiques de l'histoire, il peut nous renvoyer à Périclès, il peut nous renvoyer à la Grèce antique, et le discours de Gettysburg, prononcé par, selon moi, le plus grand politicien de tous les temps, se termine par And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Des violences urbaines, des émeutes, ne peuvent avoir la moindre légitimité au regard de l'histoire que si elles sont du peuple, pour le peuple, par le peuple. Souvent, elles peuvent commencer du peuple, elles peuvent essayer de revendiquer pour le peuple, mais elles peuvent mener ensuite à des changements qui ne seront pas pour le peuple et qui ne seront pas par le peuple. La Révolution française a beaucoup connu ça. La Révolution française naît d'une frustration populaire réelle, normale, d'un effondrement économique du royaume suite à son soutien à la guerre d'indépendance américaine, qui était un soutien, cela dit, légitime. Sire. Sire. Qu'y a-t-il?
Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Mais les structures du royaume de France n'ont pas pu prendre en compte, on n'a plus quelqu'un comme Henri IV au pouvoir, qui peut comprendre les besoins du peuple, qui peut comprendre son intérêt, et on se retrouve donc avec une pyramide sociale complètement déliquescente, qui donne une voie royale à l'expression de ces souffrances populaires totalement légitimes. Mais ensuite, les dites souffrances sont reprises par une nouvelle élite, qui va nous conduire à de nouvelles formes de pouvoir pyramidal et, si on veut avoir une analyse marxiste, un maintien encore plus extrême de l'oppression du prolétariat. Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyens! Si on veut vraiment envisager des révolutions du peuple par le peuple pour le peuple, il faut essayer d'observer des mouvements comme peut-être les indignés à une époque, ou donc leur expression d'ailleurs en Espagne, et réellement dans l'histoire j'ai vu assez peu de manifestations populaires qui finissent pour le peuple, qui commencent pour le peuple ou par le peuple, oui, mais qui finissent pour le peuple, j'en ai vu assez peu. D'ailleurs, vous avez cette phrase dans Il était une fois la Révolution, où le personnage de Juan Miranda échange avec un dynamiteur irlandais, lettré bien entendu, qui sait lire et écrire, et qui est issu d'une famille très aisée, comme par exemple l'était Trotsky, et dont les parents étaient des koulaks. Eh bien, Juan Miranda dit au dynamiteur irlandais qui s'appelle John Mallory, ou Sean Mallory, voilà, je vais te dire ce que c'est que les révolutions, j'en ai vu plein, j'ai grandi dedans, c'est les gens qui savent lire dans les livres qui viennent voir les gens qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, et qui leur disent, voilà, il faut faire le changement. Et ensuite, ce sont les pauvres gens qui font le changement, et puis ensuite, les gens qui savent lire s'asseyent autour d'une table, boivent et mangent. Et que font les pauvres bougres dans ce cas-là? Eh ben, je laisse la vidéo vous l'expliquer. Revolution? Revolution, please don't try to tell me about revolution. I know all about the revolutions and how they start. The people that read the books, they go to the people that don't read the books. They put people and they say, ho ho, the time has come to have a change, huh? Shit, shush! I know what I'm talking about when I'm talking about the revolutions. The people who read the books go to the people who can't read the books, the poor people, and say, we have to have a change, so the poor people make the change, huh? And then the people who read the books, they all sit around the big polished tables and they talk and talk and talk and eat and eat and eat, huh? But what has happened to the poor people? They're dead! That's your revolution. Alors, c'est dans les émeutes qu'on voit aux États-Unis, il faut vraiment comprendre que la dynamique nécessite d'abord une revendication claire. Et c'est là que, de façon assez triste et cynique, Black Lives Matter, c'est pas une revendication claire. Les vies noires comptent, oui, mais qu'est-ce que vous voulez voir changer exactement au titre de la loi? Parce que les grands principes qui ne mordent pas, qui n'ont pas une loi précise, qui n'ont pas une dimension légale avec un cadre d'application parfaitement normé qui permet de définir quand ce principe peut avoir un mordant législatif, ça donne rien. On peut dire un État est démocratique, mais si dans la structure de sa représentation populaire, eh bien, il ne donne aucun pouvoir au peuple, on a dit dans sa constitution qu'il était démocratique, on a dit que le peuple était souverain, mais dans les faits, le peuple ne l'est pas. Donc dire, par exemple, Black Lives Matter, ok, mais quelle loi vous voulez passer? Quelle revendication précise vous voulez obtenir? Est-ce que c'est la condamnation, par exemple, du policier qui a exécuté froidement George Floyd? Ça, c'est une revendication précise. Quand on observe les mouvements sociaux qui ont obtenu des résultats, et je pense notamment, évidemment, à l'excellent travail de Martin Luther King Jr., qui a eu, et d'ailleurs les émeutes de 68 à Washington DC ont été les conséquences de son assassinat, sur lequel toute la lumière n'a jamais été faite. On ne sait toujours pas encore aujourd'hui quelles ont été toutes les personnes impliquées dans le complot, puisque ça n'est absolument rien d'autre qu'un complot. Il y a eu une préméditation et une organisation de l'assassinat de Martin Luther King, c'est un fait qui est reconnu aujourd'hui par tous les historiens. Mais donc les émeutes à l'époque
avait eu lieu suite à cet assassinat de Martin Luther King, dont on sait au passage que le FBI le détestait aux États-Unis. Hoover détestait Martin Luther King, avait essayé de le faire chanter à plusieurs reprises, notamment en publiant des enregistrements de lui et de ses maîtresses, et en le menaçant par écrit. On sait que le FBI a produit des lettres pour menacer Martin Luther King, mais sa lutte pour les mouvements, pour les droits civiques, a été amplement couronnée de succès à son époque. Et elle a même été davantage couronnée de succès, et c'est là que je voulais en venir, que les excellents travaux par ailleurs de Malcolm X. Mais Malcolm X n'avait pas la même puissance politique que Martin Luther King, pour une raison claire et simple, c'était que Martin Luther King se battait pour les Blancs. Et il le disait lui-même. Il disait, vous fourvoyez vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères qui sont morts dans la guerre de sécession, qui sont morts suite à la proclamation d'émancipation, qui sont morts en luttant contre le fascisme, ne vous reconnaîtrez pas dans la ségrégation aujourd'hui d'après-guerre. Ne vous reconnaîtrez pas dans l'héritage qu'ils ont voulu vous laisser d'un pays où tous les êtres humains sont créés égaux. C'était tout de même l'acte fondateur de la Constitution américaine. Nous tenons ces vérités comme auto-évidentes, self-evident, ce grand principe très puissant qui vient des pères fondateurs américains et qui fait que leur Constitution est particulièrement efficace. Et qui vient donc citer Lincoln réellement d'un aspect mathématique du vivre ensemble, c'est-à-dire les axiomes d'Euclide. La force des mathématiques, c'est que, qu'on le veuille ou non, c'est les mêmes pour tout le monde. On ne peut pas discuter avec les mathématiques, c'est une sorte de réalité non négociable sur le plan intellectuel. Et dans les axiomes d'Euclide, certes, alors, qui vont être visités avec la géométrie non euclidienne, mais les axiomes des parallèles d'Euclide, Euclide les présente comme self-evident. Et Lincoln aura une façon de présenter le principe d'égalité dans la Constitution américaine comme quelque chose qui devrait être mathématique. Eh bien, Martin Luther King se battait pour tous les Américains. Et c'était ça sa force en réalité, c'est qu'il ne se battait pas que pour les Noirs, et pourtant il y avait matière, mais il se battait pour tous les Américains, et pour la grandeur de la nation américaine. Et c'est ce qui lui a donné réellement cet élan, cette puissance politique sans égale quasiment dans l'histoire des États-Unis. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. De la même façon, Gandhi, avec ses mouvements de résistance civile, tout à fait impressionnants, la marche du sel, les sit-ins, la désobéissance bien sûr, et cette capacité à résister à la violence, hein, quand tous les adhérents des mouvements de Gandhi pouvaient se faire la queue pour se prendre un coup de bâton sur la tête et continuer. Mine de rien, c'est à cette époque que Churchill reconnaîtra que l'Inde est perdue. Gandhi au départ voulait se battre uniquement pour les Indiens. Gandhi commence en se disant « je vais créer une théorie raciale où les Indiens sont supérieurs aux Noirs, je vais le démontrer, notamment en faisant de très brillantes études. » Gandhi était quelqu'un d'extrêmement brillant. « Je vais apprendre la valse, je vais apprendre la diction impeccable qu'on appelle aujourd'hui la Received Pronunciation ou le BBC English, et je vais donc avoir une diction tellement impeccable que les Anglais seront obligés de reconnaître que je suis supérieur aux Noirs d'Afrique du Sud notamment. » Et puis arrive à Gandhi cette expérience édifiante. Il prend un billet de première classe dans un train, le contrôleur voit un basané plutôt noir en première classe, que dit « tu dégages », il refuse et il se fait jeter du train. Et il va se retrouver à méditer quelque temps dans le désert en risquant de mourir et à prendre le prochain train sur le toit comme un Chicano, et ça va lui apprendre que c'est pas par cette méthode de hiérarchie raciale qu'il va obtenir l'indépendance de l'Inde. Qui d'ailleurs, l'Inde est un pays avec une énorme diversité culturelle, raciale, linguistique, et bien sûr avec le système de caste que Gandhi a tout fait pour abolir. Donc c'est le caractère universel du combat de Gandhi, à la fois universel et à la fois universel donc dans l'échantillon de population qu'il essayait de représenter, mais aussi précis, pointu, concentré en matière de revendication, qui a fait le succès des désobéissances civiques de Gandhi.
et qui lui a permis de vaincre la plus grande puissance coloniale à son époque. Donc, si on revient aux émeutes à Washington DC, on est tout proche des élections américaines, et Trump qui avait un boulevard devant lui, on a vraiment l'impression que ces élections, comme souvent d'ailleurs, c'est une sorte de tour de Mario Kart. Vous êtes là, vous êtes premier, boum, vous prenez la carapace à pic. Bah en fait, c'est un peu la même chose avec Trump. Sorti de l'affaire de la destitution, il avait un boulevard. C'était cette affaire de destitution qui était complètement bidon, faut être très très clair. Il y avait pas, si on avait voulu tenter de destituer Trump sur les allégations ukrainiennes, dans ce cas-là, il fallait destituer 1000 fois Obama sur ce qu'avait révélé Snowden. C'était infiniment plus grave, et ça valait bien plus destitution. En tout cas, du temps des Pentagon Papers dans les années 70, il y aurait eu matière. Mais donc, il avait un boulevard. Arrive le coronavirus et arrive en particulier le confinement et l'effondrement boursier américain. Certaines valeurs repartent comme en 40, notamment Tesla, mais Apple aussi, mais Splunk aussi, mais tout un tas de valeurs. Bon, je ne vous encouragerai pas à rentrer maintenant, cela dit, hein, une autre claque dans la gueule est faite pour arriver, là, tôt ou tard, et peut-être plutôt tôt que tard. Mais, Trump avait un boulevard. Et ce boulevard lui a été retiré, alors il a lancé le Obamagate, dont bien évidemment les médias ne l'ont quasiment pas répercuté, alors que le Obamagate est quelque chose de sérieux, qui en tout cas, si on a pris au sérieux la procédure de destitution de Trump, c'est juste ça qu'il faut se dire, si elle a été prise au sérieux, eh bien le Obamagate devait être pris au sérieux aussi, et devrait toujours être pris au sérieux. Headline tonight involving former President Obama, heard in a leaked audio recording blasting the Trump administration. Et puis donc, arrive cet épisode qui ne devrait pas arriver. Je veux dire, il y a eu suffisamment de personnes sommairement abattues aux États-Unis pour que, normalement, on ait un moratoire et des nouvelles règles d'arrestation, des nouvelles règles d'interpellation, puisque c'était même pas une arrestation, c'était une interpellation, qui auraient dû, très clairement, être établies avec la capacité à intervenir pour que des exécutions sommaires aux États-Unis de cette nature ne puissent pas avoir lieu. Parce que c'est ça qu'on a vu. Alors les États-Unis sont malades de leur système judiciaire. Ils ont un système carcéral qui est profondément malade, qui est cancéreux, on ne peut pas dire les choses autrement. Les États-Unis ont tout de même plus de personnes incarcérées que la Chine. La Chine, une dictature qui a quasiment 4 fois plus d'habitants qu'eux. Enfin, plus que 4 fois plus d'habitants qu'eux d'ailleurs. 4 fois plus d'habitants et une dictature, et ils ont moins de personnes emprisonnées que les États-Unis. Enfin, c'est un des nouveaux combats qu'il faudrait mener aux États-Unis, c'est la réforme de leur système carcéral, qui d'ailleurs est le seul à pratiquer l'esclavage, puisque, comme l'a très bien rappelé Pierucci dans son interview sur Thinkerview, les travaux forcés aux États-Unis sont possibles, tout simplement parce que le 13e amendement, qui abolit l'esclavage aux États-Unis, ne l'abolit pas dans les conditions d'arrestation. Et en conséquence de quoi, on peut requérir de vous, une fois que vous êtes arrêté, que vous travaillez pour un salaire de misère, quelques cents par jour, pour un travail bien entendu qui va fournir une plus-value réelle pour les personnes qui contrôlent la prison. Et les prisons forment un complexe, le complexe carcéro-industriel aux États-Unis, qui est tout à fait aberrant. Alors, donc maintenant, si on en revient à l'expression de ces manifestations, qu'est-ce qu'elles peuvent donner ? Pour qu'un peuple menace le pouvoir en place, il faut que ses revendications soient concentrées comme du laser sur quelque chose de très précis. Il ne faut pas 1000 slogans, il en faut qu'un. Et il faut que tous reprennent le même slogan. Et il faut que ce slogan, ça ne soit pas juste « oui, les vies noires comptent », parce que ça tout le monde est d'accord avec, mais il n'y a pas la moindre exigence législative derrière. Et ça, c'est une erreur profonde. Il faut revendiquer quelque chose de très précis pour que des événements populaires fonctionnent. Et c'est valable aussi en France, hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de revendication très précise, reprise de façon concentrée par la totalité des manifestants partout dans le pays où ils manifestent, eh bien on n'obtient rien derrière. Donc, ce qu'on doit retenir de cette expression populaire aux États-Unis tout de même, c'est que les conditions sont réunies pour un nouveau printemps des peuples, pour un printemps occidental. Ce qui s'est passé dans le monde arabe
étaient comparables. C'est-à-dire, en Tunisie, on a un jeune qui s'immole parce que il était à un niveau de frustration extrême. Il voulait partir, travailler dur pour offrir un cadeau à sa mère, et des policiers corrompus lui sautent dessus, détruisent son étalage et le poussent à bout. Et là, il décide de se tuer, il va mourir d'une mort militante, courageuse, très lente, très douloureuse, mais militante et politique comme les moines bouddhistes au Vietnam pouvaient s'immoler. Et ça va mettre en mouvement tout un mouvement populaire, mais en même temps, dans les printemps arabes, première fois, deuxième fois, troisième fois, des puissances étrangères vont tirer les marrons du feu, et bien entendu les États-Unis en particulier. Ceux qui ont soutenu l'intervention en Libye, eh bien, ne pouvaient pas ignorer que les États-Unis avaient depuis très longtemps tiré les marrons du feu dans les mouvements populaires en Libye. Et ils les avaient amplifiés ou déformés ou exagérés, ou en tout cas canalisés, vers un résultat qui n'était absolument pas pour le peuple. Et on ne peut absolument pas dire que le peuple soit le grand gagnant de la guerre en Libye. Bon. Donc, les conditions sont réunies pour des printemps qui soient de nature assez comparable à ceux qu'il y a eu dans le monde arabe, même si la démographie n'est pas la même. Simplement, ce qu'on appelle en géopolitique les révolutions colorées, pour avoir leur but géopolitique atteint, doivent systématiquement être canalisés et nourris de l'extérieur. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, en France, n'est pas une révolution colorée, même si le gilet est jaune, parce qu'il n'est ni canalisé ni manipulé de l'extérieur. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas menacé le gouvernement en place actuellement. Et je souhaite bien évidemment qu'il n'y ait pas besoin d'une intervention extérieure pour menacer le gouvernement en place dans ses décisions et dans sa désinvolture vis-à-vis des intérêts du peuple qu'il est censé représenter, et qu'il est payé pour représenter, et qu'il est même défendu par la Constitution pour représenter. Aux États-Unis, les émeutes actuelles pourraient dégénérer de façon sérieuse. Il y en a eu d'autres évidemment dans l'histoire américaine qui ont donné des conséquences politiques très précises parce qu'elles étaient canalisées, mais canalisées du peuple par le peuple pour le peuple. Je ne saurais trop insister là-dessus, c'est le principe le plus important. Si vous avez un mouvement de rue qui n'est pas lincolnien, malheur à vous. Vous allez droit vers la terreur, vers l'empire, vers les désordres qui vont suivre et les centaines de milliers de morts, enfin les millions de morts à l'échelle européenne des guerres napoléoniennes. Si vous n'avez pas un mouvement populaire, un mouvement de rue qui est du peuple par le peuple pour le peuple, les pires choses peuvent arriver. Pour l'instant, les mouvements populaires aux États-Unis sont du peuple, sont par le peuple. Ils ne cherchent pas particulièrement à être pour le peuple, puisqu'ils n'ont pas de revendications pour l'instant cristallisées sur le plan législatif, ou sur tout autre plan, ça peut être sur le plan judiciaire aussi, donc obtenir une condamnation, etc. Si on voit ce mouvement soit être récupéré par des systèmes organisés, des groupes qui ont une structure, qui ont des financements opaques, et voilà, dont on ne connaît pas bien l'organigramme, alors ces émeutes ne seront pas du peuple pour le peuple par le peuple. Si ces émeutes ou ces mouvements s'orientent vers des revendications très cristallisées, alors il se peut qu'elles créent un précédent à l'échelle occidentale, c'est-à-dire pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour l'Espagne. Je ne pense pas au Canada, il n'existe pas de frustration populaire particulière là-bas aujourd'hui suffisante pour aller dans cette direction, mais je pense vraiment à l'Europe. Quand je dis là occidentale, c'est même plutôt européen. Et donc, il faut surveiller ces émeutes de très près, parce que elles peuvent être l'étincelle d'un nouveau printemps des peuples. En 1848, les printemps européens, les monarchies ont sauté, alors dans le cas français pour mettre une autre monarchie au pouvoir, en l'occurrence le Second Empire, mais elles ont sauté parce que l'effondrement boursier de la bulle du chemin de fer, comme dans toute bulle technologique, on surestime ce que va faire cette nouvelle technologie du rail, on sous-estime ses revenus, et donc d'un coup les actions se mettent à s'effondrer et on a un krach boursier majeur dans toute l'Europe.
et on a les peuples qui descendent dans les rues, et on a des monarques qui sautent. Tout ça pour dire que dans l'histoire, il s'en est fallu de moins que ça pour obtenir des changements de régime. Mais que maintenant, et comme l'avait très bien expliqué Henri Guillemin, comme on peut dire qu'on a une république, on peut dire non, le pouvoir élu, c'est le pouvoir du peuple. Donc, les gens qui manifestent contre la République ou contre le pouvoir républicain sont contre le peuple et sont des factieux, puisque le peuple, en réalité, c'est la République. Et c'était beaucoup plus facile de débarquer des rois, en disant ils ne représentent pas le peuple puisqu'ils sont rois, que de débarquer des républiques. Et c'est ce qu'avait parfaitement compris donc Henri Guillemin, et notamment au regard de la plutocratie, c'est-à-dire de la capacité à influencer la politique par la richesse. Et effectivement, Adolphe Thiers l'avait très très bien expliqué à l'Assemblée, à la Chambre, du temps où il voulait donc maintenir la République après 1870, à savoir donc, une République c'est très utile pour la préservation de la richesse parce que vous avez un pouvoir en place que vous pouvez contrôler en étant riche bien entendu, et qui représente le peuple. Et qui peut maintenir cette poudre aux yeux de dire en fait nous sommes du peuple par le peuple pour le peuple, ce qui est faux. Donc, cette étincelle que sont les émeutes américaines doit être prise au sérieux. Et si ce n'est pas celle-là, d'autres étincelles peuvent mettre le feu aux poudres de la frustration populaire qui s'est accumulée depuis une vingtaine d'années en Occident.